Et bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la chaîne YouTube. J'ai mis un peu de temps à la faire tout simplement parce que je suis malade et j'avais enregistré une première version que j'ai dû annuler tout simplement parce que c'était pas concevable, notamment au niveau de la voix et de l'écoute. Voilà, donc aujourd'hui le thème c'est Haïti et notamment l'appauvrissement d'Haïti par la France. Et je voulais tout simplement parler de ce sujet parce que pour moi c'est super intéressant, notamment parce que je l'ai découvert à travers un documentaire d'Arte, donc il y a quelques semaines. Je regarde beaucoup Arte, je vous le conseille aussi, ils font des très bons documents. J'étais tombé sur un documentaire d'Arte sur ces raisons de l'appauvrissement d'Haïti par la France. En creusant de mon côté cette histoire-là, je me suis rendu compte qu'en fait, ça remontait à bien plus loin, ça remontait à la colonisation d'Haïti par l'Espagne. Et donc j'ai dû faire beaucoup plus de travail de recherche que je ne le pensais et c'est pour ça qu'il y aura deux vidéos. Une première vidéo, donc celle d'aujourd'hui, sur les raisons de la destruction d'Haïti de manière physique par les Espagnols via la colonisation et l'appauvrissement d'Haïti et de son système notamment financier par la France après l'indépendance d'Haïti en 1804. Donc l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, elle commence par un bouleversement qui a eu lieu en 2010, précisément le 12 janvier 2010, quand à 16h53, la terre tremble à Haïti. Port-au-Prince, la capitale, s'effondre. Ailleurs dans le pays, on retrouve les mêmes scènes de désolation. Un séisme particulièrement fort de magnitude 7 secoue alors toute l'île et rapidement on se rend compte de l'ampleur inimaginable des dégâts. Dans les jours qui suivent, on retrouve plus de 280 000 cadavres et au total, plus d'1,3 million de personnes à Haïti se retrouvent sans abri. Et en histoire, on a l'habitude de dire qu'une catastrophe naturelle, ça révèle les failles d'une société. Pourquoi ? Parce que tout simplement, comme un séisme, une catastrophe naturelle va ouvrir la société et mettre en avant ce qui ne fonctionne pas, comme tout simplement le réseau de santé, les réseaux d'urgence et les réseaux de premier secours vis-à-vis des populations. Et ces failles-là à Haïti, c'est notamment ce système de soins et le système d'accès aux choses basiques de la vie, notamment l'eau potable. Donc en 2010, au moment de ce séisme, 50% de la population haïtienne n'a pas accès à l'eau potable et seulement 28% de la population a accès à un équipement sanitaire décent. Et on peut donner quelques autres chiffres comme ça, encore plus parlants de la situation de pauvreté à Haïti. C'est des chiffres qui sont publiés sur le site public, donc c'est des données publiques du ministère de la Santé publique et de la population d'Haïti, et ceux de l'Institut haïtien de l'enfance. Donc en 2007, le pays possédait le taux de mortalité infantile le plus élevé de l'hémisphère occidental. Et toujours selon les mêmes rapports, 60% de la population au moment du séisme n'ont pas accès aux soins de santé élémentaires. Et c'est un taux qui explose particulièrement dans les zones rurales et très éloignées des centres de secours à Haïti. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on compare les chiffres de 2010 aux chiffres de 2025, on se rend compte que quelque chose stagne, qu'il n'y a pas vraiment eu de changement de dynamique à Haïti depuis le séisme. Et selon vous, pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des problèmes qui sont ancrés dans les racines même de la création de ce pays et de l'indépendance de ce pays en 1804, qui est lié à un problème d'identité qu'on va étudier ensemble et qu'on va comprendre ensemble dans cette vidéo. Ce sont des origines qui remontent à la colonisation d'Haïti en 1492 par les colons. On tourne les aiguilles du temps jusqu'en 1492, et plus précisément le 5 décembre 1492. À cette date-là, Christophe Colomb, donc le fameux navigateur que vous connaissez, pose le pied sur l'île d'Haïti qu'il renomme Hispaniola. Et ce geste de renommer une île, il peut paraître simple, il peut paraître anodin. Mais il n'y a rien d'anodin dans le choix de Christophe Colomb de renommer cette île Hispaniola. Pourquoi ? Parce que quand on arrive sur un territoire qu'on considère vierge de toute présence occidentale, parce qu'à cette époque, l'Occident, et notamment les royaumes d'Espagne, du Portugal et de la France, ainsi que ceux de l'Angleterre, pensaient avoir une priorité sur les autres peuples. Donc au moment
où Christophe Colomb pose le pied sur cette île, le fait de la renommer, c'est aussi le fait d'effacer l'histoire qui précède et la culture qui précède. Et Haïti est particulièrement riche en culture. Au moment de la découverte, le 5 décembre 1492, elle est régie par 5 grandes tribus, 5 chefs qui se partagent le pouvoir et qui régissent cette île dans une culture assez commune, la culture dite du peuple taïnos. Christophe Colomb, il arrive, il supprime tout pour dire maintenant, ici, c'est l'Espagne et c'est le royaume d'Espagne. Donc c'est un premier pas vers le remplacement d'une culture par une autre. Chose qui, et on va le voir juste après, commence par la culture, puis finit par le remplacement même des habitants de l'île. On revient au 5 décembre 1492, quelques semaines plus tôt, le 12 octobre 1492, après plus de 2 mois d'un voyage qu'on va dire très mouvementé, notamment dans les derniers jours, où il y a toute une partie de l'équipage qui fomente une rébellion sur le bateau pour pousser le capitaine Christophe Colomb, donc c'est une mutinerie, donc pour le pousser à revenir en Espagne, étant donné qu'il ne trouve pas de terre. Christophe Colomb dit tout simplement à ses hommes, je laisse quelques jours, si on trouve rien, on fait demi-tour, et à la veille, temps imparti, les Bahamas se livrent à Christophe Colomb. Au moment où Christophe Colomb découvre cette partie de ce que nous, on connaît en tant qu'Amérique, lui, il ne pense pas découvrir l'Amérique, il pense découvrir une île qui fait partie des Indes. Parce que son voyage, je le rappelle, c'est pas un voyage pour découvrir les Amériques, c'est un voyage pour découvrir une voie plus rapide vers les Indes, ce qui éviterait de contourner le sud de l'Afrique, et donc de gagner beaucoup de temps dans les échanges internationaux et commerciaux. Cette notion de nouveau continent, elle interviendra que 9 ans plus tard, en 1501, lorsque le navigateur florentin Amerigo Vespucci, lui, se rend au Brésil et comprend alors que Colomb, ce qu'il a découvert, c'est bel et bien un nouveau continent. Et là, ça change tout. Nouveau continent, qu'est-ce que ça impose ? En fait, tout simplement, qu'il n'y a aucune entité vraiment importante, en tout cas avec qui on échange, qui est sur place et qui régit le territoire sur place. Des milliers de possibilités s'ouvrent aux gouvernants européens, et notamment espagnols. Pourquoi ? Parce que, étant donné qu'il n'y a personne qui régit rien, on peut y faire ce qu'on veut. Les matériaux, les richesses, les populations sur place nous appartiennent. En tout cas, c'est du point de vue espagnol. Une opportunité comme ça, devinez quoi, dans les mentalités du XVIe siècle, qu'est-ce que les Européens font ? Ils y vont à fond, justement. Ils y vont à fond, que ce soit les milliers d'années de culture, voire les dizaines de milliers d'années de culture des peuples présents sur place, on n'en a rien à faire. Que ce soit les populations, les familles, les lois qui ont été mises sur place, les pouvoirs en place, on n'en a rien à faire. On balaie tout, et on remplace tout par l'autorité royale espagnole. Et c'est une véritable boucherie, c'est un génocide complet sur l'entièreté du territoire américain. On parle de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud, de tous les territoires qui ont été découverts. C'est quelque chose qui a été chiffré il n'y a pas si longtemps que ça, assez précisément, même si vous pensez bien qu'il reste encore assez de zones d'ombre. Selon une étude menée par des scientifiques de l'University College of London, la colonisation du continent américain par les Européens a provoqué la mort d'environ 56 millions d'autochtones entre 1492 et 1600. Sachant que les divers historiens tergiversent un peu sur l'estimation de la population sur place en 1492. Mais les estimations tournent autour de 60 millions de personnes. Ce qui veut dire qu'il y a 93% des habitants des territoires découverts par les Européens qui ont été décimés. Et pourquoi ? Ça, je pense qu'on le verra plus tard dans une autre vidéo, mais principalement par le choc microbien qu'ont apporté les Européens vis-à-vis d'une population qui ne possédait pas les mêmes gènes protecteurs. Mais ça, je pense qu'on le reverra plus tard parce que c'est un sujet qui est passionnant, ce choc microbien, et c'est révélateur de la différence aussi entre deux mondes, entre l'ancien et le nouveau monde. Et pourquoi je vous parle de ce génocide ? Parce que c'est super important, c'est ce qui régit la relation entre les autochtones et les Européens dans les siècles suivants, et ça a un impact très fort encore aujourd'hui dans la politique et la géopolitique dans les différents territoires de tout le continent américain. D'ailleurs, il ne faut pas attendre longtemps pour que Christophe Colomb asservisse les populations sur place, parce qu'il y a des écrits qui nous prouvent que dès 1493, il met en place un système d'asservissement. C'est notamment lui qui le cite dans ses différents journaux de bord. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait à la place des Taïnos qui vivaient alors sur place ? C'est assez simple, imaginez-vous à leur place, vous vivez tranquillement, vous avez un système politique périn,
Vous avez une culture, vous avez une histoire, vous avez une famille, vous avez des générations de personnes qui ont vécu sur cette île et qui ont cette histoire en commun, ce socle commun. Et il y a des personnes qui viennent que vous ne connaissez pas du tout, qui ressemblent à rien de tout ce que vous connaissez, qui vous tuent, qui vous asservissent et qui vous demandent de travailler gratuitement pour eux. Et donc que font les habitants d'Haïti ou d'Hispaniola à l'époque? Ils se révoltent, tout simplement. Et il y a une chef qui va prendre la tête de cette révolte, c'est la chef locale, Ana Caona. Sauf que c'est une révolte qui dure pas longtemps parce que les Espagnols sur place coupent la tête tout simplement de cette révolte. Comment? En arrêtant Ana Caona et en la faisant pendre sur place publique. Le message il est clair, c'est soit vous acceptez d'être nos esclaves et on vous laisse la vie sauve, soit vous mourrez maintenant. Et donc face à ce choix, les Haïtiens tout simplement se soumettent à l'autorité espagnole. Et pourquoi les Espagnols s'intéressent à cette île? Pourquoi ils asservissent les personnes? On n'asservit pas les personnes pour les faire travailler pour rien. Parce que l'île d'Hispaniola regorge de nombreuses mines d'or qui ont été elles-mêmes indiquées par les populations autochtones. Et quand il s'agit d'or, vous pensez bien, ça va très vite. En quelques mois, il y a tout un réseau logistique qui se met en place qui va de la découverte des grottes jusqu'à l'aménagement du minage, jusqu'à la construction des routes et des voies pour l'acheminement de l'or depuis les mines jusqu'au port, et ensuite l'acheminement de cet or d'Haïti, donc d'Hispaniola, jusqu'en Espagne, par bateau. Et dans quelles conditions on vit à cette époque-là quand on est mineur dans ces mines-là? C'est possible que certains d'entre vous aient lu l'œuvre germinale d'Émile Zola, qui fait référence justement aux mineurs du 19e siècle. Et c'est des conditions qui sont encore bien pires que cela, et qu'on a du mal à documenter, ou en tout cas à avoir une trace, étant donné que on n'a pas de trace des témoins. Personne n'a laissé d'écrit. Les seuls témoignages que j'ai trouvés, c'est des témoignages des Espagnols eux-mêmes qui ont été sur place. Et donc j'en ai deux. Le premier extrait que je vais vous lire, c'est un extrait de l'ouvrage de Bartolomé de Las Casas qui se nomme Très bref récit de la destruction des Indes, 1542-1552. Donc il écrit ceci. Et le soin qu'ils eurent dû fut d'envoyer les hommes aux mines pour extraire de l'or, ce qui est un travail intolérable, et de mettre les femmes dans les estancias, les fermes, à creuser et cultiver la terre, un travail normalement fait pour des hommes très forts et robustes. L'autre source principale de cette époque que j'ai trouvée, elle provient de l'historien espagnol Gonzalo Fernández de Oviedo. Enfin, je dis historien, mais il est à la fois historien, historiographe officiel des Indes, inspecteur des fonderies d'or, conquistador et traducteur officiel. Vous le comprenez tout de suite, je pense, en lisant le CV de Gonzalo, de notre ami Gonzalo, qui a aucun intérêt de son côté à humaniser les populations qui sont sur place, parce que la conquête, lui, ça l'enrichit. Et donc, on va pas trop raconter ce qui se passe de pas bien. Et donc, dans un de ses ouvrages principaux, qui s'appelle Histoire générale et naturelle des Indes, qu'il a publié en 1535 et qui s'est retrouvé réparti dans toute l'Europe, avec le système très récent, qui a moins de 100 ans, de l'imprimante, il écrit ceci sur les habitants d'Haïti. Ce peuple par nature est oisif et vicieux, peu enclin au travail, mélancolique, lâche, vil et mal disposé, menteur et de faible mémoire, et sans aucune constance. Beaucoup d'entre eux, par divertissement, se tuèrent par poison pour ne pas travailler, et d'autres se pendirent de leurs propres mains. Là, on voit tout de suite la différence de plume qu'il y a entre Bartolomé de Las Casas et notre cher González qui prend décidément pas du tout de pincettes pour parler des Espagnols, et même qui justifie le fait de les faire travailler, parce qu'il les décrit comme oisifs. Et donc, l'Espagne leur apporte ce caractère travailleur qui est tant recherché dans notre société, toujours aujourd'hui. Vous voyez très bien que la vision de l'histoire, et ça je pense que je vous l'avais déjà dit dans la première vidéo, mais elle dépend des sources qu'on utilise, parce que chaque source va raconter quelque chose de très différent. Imaginons une personne qui cherche à comprendre l'histoire d'Haïti pendant la colonisation et qui s'intéresse uniquement aux sources de González. Et le discours va être très péjoratif sur les habitants par rapport à quelqu'un qui va faire un travail complet et qui va aller chercher des différentes sources, va tomber par exemple sur Bartolomé de Las Casas, et qui lui est un des premiers historiens à avoir dénoncé les crimes des Espagnols sur le territoire d'Haïti. Et c'est pareil pour tout. Si on veut bien s'informer, je vous avais parlé du fait de regarder plusieurs médias. C'est exactement pareil pour l'histoire. Si on veut bien comprendre l'histoire, il faut s'appuyer sur différentes sources, pas une seule, pour pas être dans un espèce de tunnel
qui nous floutent l'ensemble de la réalité, des événements qui sont vraiment déroulés. Et donc on parlait de ces conditions exécrables dans les mines. Je vais vous donner un chiffre qui relève parfaitement cette ambiance très morose de l'époque. Est-ce que vous voyez cette courbe ? En fait, il s'agit tout simplement de l'évolution de la population autochtone entre l'année de la découverte de l'île par Christophe Colomb, donc en 1492, et l'année 1553. La courbe parle d'elle-même. Je pense que vous comprenez très bien ce qui s'est passé sur l'île. La population passe d'1 million d'autochtones à 150 individus en seulement 61 ans. Et petite anecdote que vous pourrez sortir à Noël, les principaux, ou en tout cas les premiers responsables de ce génocide sont tout simplement les propres frères de Christophe Colomb qui s'appellent Barthélemy Colomb et Diego Colomb. Et c'est un génocide qu'on peut considérer comme généralisé parce qu'il touche l'ensemble des couches sociales de la population autochtone, que ce soit les ouvriers, les femmes au foyer, les enfants, les responsables politiques, les décideurs, etc., 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 les soldats, etc. Tout le monde est touché par la mort. Mais après, il se passe quoi ? Une fois qu'on a assassiné l'entièreté d'un peuple sur un territoire qu'on veut asservir et dont on veut récolter les ressources, qu'est-ce qui se passe ? Pour les Espagnols, c'est inconcevable de quitter l'île. Il y a encore trop de ressources à prendre et donc ils cherchent de la main-d'œuvre pas chère. Et donc là, il va falloir qu'on fasse encore une fois un petit tour de passe-passe pour bien comprendre la logique des choses. En histoire, pour bien comprendre, il faut se placer à l'époque où se passent les faits et dans lesquels se passent les faits. Et donc là, on est au XVIe siècle. Et donc pour comprendre ce qui se passe au XVIe siècle, il faut se mettre dans la tête des décideurs et des personnes sur le terrain au XVIe siècle. Pour la royauté, c'est pas si grave que ça qu'il y ait un génocide, c'est pas vraiment le problème. La priorité et le problème, c'est que l'or risque de ne plus arriver jusqu'en Espagne. Et ça, c'est problématique à souhait. C'est quelque chose que la royauté ne veut pas du tout. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a des problèmes de main-d'œuvre et qu'on veut continuer à faire tourner un régime de main-d'œuvre gratuite ? Eh bien, on fait appel à la population africaine. Alors, je sais, ça peut paraître horrible comme ça, mais ne soyez pas bêtes, sortez pas mes mots de ce contexte-là. Il faut, et c'est obligé de faire cet exercice, de se placer, comme je vous ai dit, dans cette mentalité d'époque pour vraiment comprendre les réflexes des décideurs. Et donc, lire ce récit de l'histoire qui nous a été laissé. On a 2 documents de l'époque qui nous prouvent le transfert d'Africains à Hispaniola. Le premier, c'est une ordonnance officielle qui émane directement du pouvoir royal. Elle date du 12 juin 1501 et elle autorise l'envoi à Hispaniola d'Africains déjà christianisés vivant en Espagne. La seconde source historique sur laquelle je me suis appuyé, on va la trouver encore une fois du côté de notre cher Bartolomé de las Casas. Lui, il en réfère dans son ouvrage dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, et au chapitre 98, on peut lire ceci. Déjà, à l'époque du gouverneur Ovando, quelques Noirs furent amenés pour travailler dans les mines. Fermeture des guillemets. Pour comprendre ce passage, il faut savoir qui est Ovando. Et Nicolas Ovando, il a été gouverneur d'Hispaniola de 1502 à 1509. Ça, on le retrouve dans les registres officiels. Donc, dès le début du XVIe siècle, il y a la venue d'une population africaine. Tout simplement pourquoi ? Parce que les massacres ont déjà débuté et donc il faut déjà remplacer les ouvriers qui ne viennent plus travailler. Et si on continue à creuser un peu dans les sources, on peut retracer les origines géographiques de ces premiers arrivants. Et on découvre qu'ils viennent principalement de Guinée, du Nigeria et du Royaume du Congo. Très rapidement, il y a un système de déportation et de traite humaine qui se met en place pour alimenter l'économie d'Haïti. Et ce système, il va s'officialiser en 1517 par la couronne espagnole via le système dit de traite négrière. C'est l'empereur Charles Quint, qui est alors au pouvoir en Espagne, qui fait publier des textes sur le sujet pour clarifier la position espagnole, qui littéralement accepte et même promeut ce système de traite négrière. C'est un pan capital de l'histoire d'Haïti, parce que l'indépendance d'Haïti est directement liée à la traite des esclaves et au commerce triangulaire. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, car selon une étude scientifique publiée en 2020 sous le nom Origin, Admixture, Dynamics and Homogenization of the African Gene Pool in the Americas, on apprend qu'environ 95% de la population actuelle d'Haïti est d'origine africaine. Mais ça, on en parlera dans la seconde vidéo dans laquelle je reviendrai sur les siècles d'esclavage qui ont précédé l'indépendance, le mouvement indépendantiste haïtien qui est né en parallèle de la Révolution française, l'indépendance d'Haïti en 1804 et les conditions de cette indépendance qui ont généré après
l'appauvrissement d'Haïti par la France. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle fin de semaine et très bon week-end. N'hésitez pas à partager la chaîne YouTube pour différentes vidéos, à laisser un petit j'aime, à laisser un petit commentaire pour le soutien. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la publication de la deuxième partie.